Il mange transition énergétique, il dort transition énergétique, il vit transition énergétique. Bienvenue dans le quotidien de Baptiste Périssin-Faber et des 1400 collaborateurs de l'ADEME dont il est le directeur général délégué. Bonjour Baptiste. Bonjour. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Donc matin, midi et soir, l'ADEME déploie son expertise pour expliquer à quoi peut ressembler un monde décarboné, net zéro, la France net zéro en 2050. Donc si on ferme les yeux, on se réveille, on est en 2050. C'est quoi notre quotidien? Dans quel monde on vit? Ouais, effectivement, notre obsession à l'ADEME, c'est ce monde décarboné. Et ce monde décarboné, il est désirable. Et on a fait un grand exercice de prospective qu'on a publié il y a 2 ans, où on a essayé justement de raconter l'histoire. Ça veut dire quoi un monde décarboné à 2050 et comment on y va? Et pour ça, on a plusieurs scénarios, et avec des scénarios qui vont reposer soit plutôt sur des efforts de comportement, où on va axer sur la sobriété, donc moins se chauffer, se déplacer autrement, manger sans doute un peu moins de viande, ou alors plutôt des scénarios qui visent plus la technologie. Où là, on mise beaucoup sur l'hydrogène, sur des nouvelles façons de produire, de distribuer. Exactement. Et en fait, on voit bien qu'il peut y avoir des combinaisons de tout ça. Et donc, dans le monde décarboné qu'on va construire ensemble, il y aura sans doute de la sobriété. Il faut qu'on transforme nos comportements. Mais on a aussi beaucoup besoin d'innovation, car il y a des solutions technologiques à déployer massivement si on veut atteindre les objectifs. Donc, pour que ce soit désirable en 2050, il faut que ce soit réel, tangible, et pour que ce soit tangible en 2050, en fait, ça commence aujourd'hui. C'est ça qui est très compliqué en fait à anticiper. 2050, ça paraît loin, mais en réalité, c'est des horizons pour des gros projets industriels qui ont besoin de décisions d'investissement aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir maintenant un plan. On a la planification écologique qui nous donne, en tout cas jusqu'à 2030, la feuille de route. La feuille de route, secteur par secteur, de combien on doit réduire d'émissions. Au total, d'ici 2030, c'est 130 millions de tonnes. Nous, à l'ADEME, ensuite, on prend ça pour argent comptant, c'est le plan, et on va faire secteur par secteur comment on peut agir au mieux avec les euros qui nous sont confiés pour aller chercher ces 130 millions de tonnes. Et alors, si on essaie de reproduire ce plan de transition dans une courbe, c'est quoi? C'est une courbe exponentielle qui débute lentement et qui finit d'un coup très haut, ou c'est des grands paliers Alors, j'essaye de me le schématiser. Oui, alors, ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut que ça baisse entre 5 et 6% par an, de façon plutôt linéaire. Et là, pour la première fois, entre l'année dernière et cette année, on a baissé de 5,8%. Donc ça veut dire qu'on est sur le chemin. On est pas mal. Maintenant, il faut faire mieux. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Ouais. Et on sait très bien aussi que les dernières tonnes de CO2 sont les plus difficiles. On commence en général par le plus facile, et puis ensuite, par exemple ici à Dunkerque, les décarbonés de l'acier, c'est pas facile. C'est ce qui est le plus émissif. Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Il y a plusieurs missions à l'ADEME et t'en as évoqué une. Alors la première, c'est évidemment l'expertise, comprendre les fameux chemins possibles. Et là, on comprend que tu rentres vraiment dans le détail des composants, des méthodes, des processus. T'as une deuxième mission qui est la sensibilisation, c'est notamment d'ailleurs ce qu'on fait là. Et ensuite, il y a les financements, parce que tu l'as dit, tout ça a besoin d'être financé. Oui, effectivement, il y a tous ces métiers, l'expertise, les études, la prospective et parfois des expertises sectorielles très poussées. La sensibilisation, on fait beaucoup de campagnes de communication. On se rappelle c'était quoi? C'était pendant le Black Friday? Oui, effectivement, celle-ci, elle a fait un peu de bruit. C'était les dévendeurs. Les dévendeurs, oui. Et d'ailleurs, ils vont revenir pour le prochain Black Friday. Je fais un peu de teasing. Mais ça, c'était important. En fait, de montrer vraiment, de s'interroger. Et je crois que c'est pour ça que ça a eu du succès. C'est de s'interroger sur nos besoins. Est-ce que j'ai besoin de neuf ou est-ce que je peux réutiliser un produit existant? Exactement. Il y a des solutions de reconditionner, des solutions de réparation, de location. Et puis, tout ça, montrer que ça a un intérêt pour le pouvoir d'achat. Parce que c'est moins cher, en fait, les produits reconditionnés.
Alors après, ce qui est encore moins cher, c'est de pas acheter. Et parfois, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin du énième pull ou de la énième perceuse dont on va pas se servir. On peut peut-être aller la demander à son voisin. Exactement. C'est ce que tu expliques simplement. Et donc, c'était pas du tout un message contre la publicité, contre la consommation, mais c'est juste pour réfléchir à ses besoins. Je reste sur les financements et notamment les financements des projets industriels. Je crois que vous incitez à jouer collectif et pas simplement financer l'un ici, l'autre à côté, et plutôt d'avoir des démarches plus globales en fait. Tout à fait. Et en fait, sur la décarbonation de l'industrie, là, notre expertise nous a permis de montrer que si on voulait être efficace, il fallait vraiment raisonner à l'échelle de zones industrielles. Et pas raisonner usine par usine. Tu peux donner un exemple concret? Très concrètement, là, la plus grosse zone industrielle portuaire, elle est à Dunkerque. Ouais. Elle est ici. C'est 13 millions de tonnes de CO2, dont 12 millions avec la plus grosse aciérie au monde d'ArcelorMittal. Donc là, on a un nœud et on a un écosystème d'industriels. Il pourrait se dire, bah moi, je vais décarboner mon usine une par une. Donc je vais, par exemple, pour mes besoins de chaleur, construire une centrale biomasse. Et puis, en fait, le voisin va faire pareil. Le voisin va faire pareil, et de fil en aiguille, on va devoir déboiser tous les Hauts-de-France. Ça c'est pas possible en termes écologiques. À la fin, ça ne boucle pas. Et donc, on va plutôt les inciter à réfléchir ensemble. Mais en fait, moi, la chaleur que j'envoie aux petits oiseaux, est-ce que je pourrais pas l'injecter au voisin dans tes procédés? Et donc, est-ce qu'on pourrait pas construire en fait un réseau, une autoroute de la chaleur entre nous? Et pareil sur le CO2, en fait, on va le capter sur nos cheminées, mais il y a d'autres industriels qui en auront besoin dans leurs procédés industriels. Et donc, on va, comme ça, à travers des études là assez approfondies qui sont financées par France 2030 à travers l'ADEME, les inciter à réfléchir à des infrastructures en commun dont ils vont avoir besoin pour se décarboner à l'échelle de la zone plutôt que usine par usine. Oui, c'est ça, parce qu'on a ce plan national, forcément qui peut pas être pensé dans le détail sur le terrain, mais après la mise en œuvre, elle se fait au local, dans les territoires. Ah bah clairement, là je disais, on a de la chance, on a un plan, mais le plan, c'est que des chiffres et un bout de papier. Ensuite, la réussite ou l'échec de la transition, c'est en local. C'est les territoires. C'est les gens sur le terrain. C'est les gens sur le terrain. Et c'est là où nous, on a ce rôle d'accompagnement, de faire le lien entre le national et le local. Ça, c'est vraiment l'ADN de l'ADEME, c'est de faire ce lien entre les deux. Et juste pour donner un ordre de grandeur, je parlais des 130 millions de tonnes à l'échelle de la France qu'on doit aller chercher. Là, juste au niveau de Dunkerque, il y a 13 millions de tonnes à l'échelle. Donc, c'est 10% du sujet vient de ce territoire. Donc, c'est pour ça que ça mérite aussi qu'on y concentre un petit peu plus de moyens. Bien sûr. Exactement. On a parlé national, on a parlé local. Hop, on fait marche arrière, on prend encore un peu de hauteur. L'international, on sort d'une phase un peu merveilleuse qui était les JO Paris 2024. Vous avez accompagné ce sujet, le COJO. J'ai essayé de retrouver le nom. Le COJO, justement, pour en faire des jeux ultra propres, en tout cas les moins émetteurs de carbone à date dans l'histoire des jeux. Oui, tout à fait. On a accompagné plusieurs innovations du comité des JO. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec eux, c'est d'essayer de capitaliser en fait sur toutes les bonnes pratiques qui font que ces JO Paris 2024 ont été ceux dont l'impact environnemental a été le plus faible. Et donc, pour pas perdre cet héritage, capitaliser sur les cahiers des charges astucieux, les méthodologies qu'ils ont utilisées. Oui, parce que le COJO va être dissous, donc que ça passe pas des documents dans le bureau aux documents dans la corbeille. Exactement. C'est trop dommage. Et donc, ça serait vraiment dommage. Donc là, on veut capitaliser toutes ces bonnes pratiques pour en faire une sorte de signature à la française de grands événements le plus durable possible. Oui, on parle souvent d'héritage des JO, donc on pense au terrain, à ce qui a pu être construit, bâti, mais en fait, il y a effectivement tous ces documents, ces procédés et dans le qui futur, font aussi partie des héritages. Ouais. Ça sera un élément d'attractivité aussi pour accueillir ces grands événements, puisque si on sait faire en France des événements les moins impactants possibles, ça sera un élément d'attractivité. L'autre jour, je recevais quelqu'un de chez Enedis qui me racontait qu'avant les JO, typiquement les grands stades, le Stade de France, n'étaient pas alimentés directement branchés au réseau, mais nécessitaient des énormes comment on appelle ça, des groupes électrogènes au diesel. C'est
Et donc les JO, enfin c'est aussi dans les grands événements qu'on s'oblige à... Et voilà, et maintenant il est raccordé au réseau, et Ouais. donc ça a un impact direct sur la consommation de CO2 des grands stades. Ou même il y a des bornes qui sortent du sol pour des événements ponctuels dans des grandes villes sans dénaturer l'espace public. Là, on a financé des bornes escamotables, Ouais. Ok. des bornes électriques escamotables. Donc c'est aussi vous qui êtes derrière tout à tous fait. ces sujets. Bah déjà bravo. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais passer à toutes celles et ceux qui nous regardent? On parlait de cette nécessité aussi de sensibiliser que peut avoir l'ADEME. En fait, les micros, les caméras, le public est à toi. Oui, nous, comme tu l'as dit au départ, hein, matin, midi et soir, notre ambition, c'est d'accélérer la transition écologique. Et donc, la sensibilisation, ça fait vraiment partie de notre métier. Et au-delà de la sensibilisation, il y a aussi des enjeux de formation. Ouais, bien Bien sûr. sûr, il faut être sensibilisé, mais ensuite, Après, il faut aussi transformer, être formé, ouais. parce que les enjeux sont tels qu'on a des besoins de compétences qui sont quand même très nouvelles. Et aujourd'hui, on voit que ce soit dans les collectivités ou dans les entreprises, il y a un besoin de savoir par quelle bout je commence. Et donc ça, l'ADEME, pour les collectivités, on a développé une méthodologie qui s'appelle territoire engagé pour la transition écologique, TED, qui est un référentiel qui permet de prendre un élu par la main et lui dire, voilà, si tu veux agir sur la qualité de l'air, sur l'énergie, sur la rénovation de tes bâtiments, voilà comment tu t'y prends. Et on a fait la même chose pour les entreprises. Les entreprises aujourd'hui qui sont sous un torrent de réglementation sur l'extra-financier, savent pas forcément par quel bout commencer. Et donc là, on a une méthodologie qui s'appelle ACT, qui permet vraiment de les prendre par la main pour élaborer leur stratégie de transition. Et du coup, ça leur garantit le fait de cocher toutes les cases de la CRDC. De la CSRD, La effectivement, la nouvelle directive Merci. là qui fait très peur aux entreprises. Ouais. Nous, notre promesse, c'est qu'avec la méthodologie de l'ADEME, la méthodologie ACT, ils cocheront toutes les cases climat de la CSRD. Merci pour les acronymes. Ouais, Si j'arrive à le dire jargon, 3 fois de suite, je gagne un net zéro en 2050. Je vais m'entraîner. Un immense merci à toi. C'était un plaisir de se projeter et de voir qu'a priori, si on s'y met, on peut y arriver. On peut y arriver, il faut déployer massivement. Eh ben, on déploie. Allez au boulot. Merci à toi. Et merci à vous. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ».